19h45, la Barre Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 17 février 2025. Dans le cadre du projet approvisionnement en eau potable et promotion de l'hygiène et de l'assainissement, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement a initié ce matin une journée nationale d'information. Cette rencontre va permettre de mettre en œuvre une feuille de route pour l'accès à l'eau potable et le paiement facture d'eau dans les écoles et les centres de santé en milieu rural. Nafissatou Yahya, Aboubakar Souley. C'est en effet au vu du rôle important que jouent les acteurs de la santé et de l'éducation dans le développement que le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA a initié cette rencontre. Une journée d'information au cours de laquelle ces acteurs vont plaider pour l'accès à l'eau potable et le paiement des factures d'eau dans les écoles et les centres de santé en milieu rural au Niger. Les réseaux des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, en collaboration avec l'ONG internationale Suisse et HEC-CEPER, mettent en œuvre, depuis 3 ans, ces ONG mettent en œuvre un programme de plaidoyer pour le paiement des factures dans les écoles et les formations sanitaires. L'ONG internationale Suisse Aid et HEC-CEPER ont fait de l'accès à l'eau potable leur priorité, c'est-à-dire là où ils interviennent, ils raccordent les cases de santé et les écoles. Alors, les écoles qui sont raccordées et les cases de santé raccordées, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a le paiement de factures. Et nous sommes rendus compte que même si l'eau existe, le paiement de factures cause comme problème. C'est une problématique parce que souvent, vous allez voir dans les films qui vont suivre, souvent c'est les enseignants qui cotisent pour payer la facture, ce qui n'est pas durable. Pour la case de santé également, c'est catastrophique. Imaginez un temps soit peu une case de santé où il y a des accouchements, où on doit garantir un départ sain à un enfant quand il vient de naître. Il n'y a pas cette eau. Nous avons vu des femmes pour accoucher qui apportent de l'eau de marigot, souvent pendant 3 jours, et attendent l'accouchement. Donc c'est pour essayer d'apporter notre contribution dans le développement économique et social, garantir un environnement sain à nos enfants ou aux patients qui viennent dans les formations sanitaires. Nous avons décidé en tout cas de trouver des solutions quant au paiement de factures. Il faut que l'eau soit durable, il faut que les services soient durables dans les formations sanitaires et dans les écoles. Financée par l'ONG Suisse Aid, cette activité entre dans le cadre du projet approvisionnement en eau potable et promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Nous avons fait de la question de l'eau, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et l'assainissement, en tout cas un point sensible qui apparaît dans tous nos programmes pays. Nous venons de finir un programme pays qui a consacré presque 50% de nos fonds sur le développement de ce domaine. Et nous sommes en train de lancer un nouveau programme pays 2025-2028 qui va dans la même lancée. C'est vraiment pour témoigner en tout cas de toute notre considération sur ce domaine d'accès à l'eau potable. Donc ça fait une dizaine d'années, Suisse Aid et HEX, avec le soutien et la contribution de la Suisse, avions engagé la mise en œuvre des programmes liés d'accès à l'eau potable. Suisse Aid est présente dans la région de Dosso, HEX est présente entre autres donc à Zender. Et nous avions mis en œuvre une phase, 2 phases, 3 phases. Actuellement, nous sommes dans la 4e phase des projets eau permettant vraiment l'accès à l'eau potable aux populations. Ainsi, il est attendu des travaux de cette journée nationale d'information, une feuille de route de plaidoyer pour l'accès à l'eau potable et le paiement des factures d'eau dans les écoles et les centres de santé en milieu rural au Niger. Commémoration ce matin du 2e anniversaire de la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS. Un anniversaire qui constitue une occasion unique de célébrer les réalisations, évaluer les progrès accomplis et de mobiliser davantage les parties prenantes autour de la mission de la Commission. Le point avec Asma Ossedou et Ibrahim Abdou.
Contribuer au succès de l'opérationnalisation de la Commission Climat pour la région du Sahel CCRS, tel est l'objectif général à travers la commémoration de ce deuxième anniversaire initié par la Commission Climat pour la région du Sahel CCRS. La cérémonie de cet anniversaire était également l'occasion de présenter le bilan de l'opérationnalisation du secrétariat exécutif de la CCRS mise en place en marge de la session de l'Union africaine de 2023 à Addis Abeba. Ce jour qui commémore le deuxième anniversaire, comme on l'avait dit, la mise en place du secrétariat exécutif. Le 17 février, au-delà de ma modeste personne, représente tout un symbole pour la communauté internationale, la communauté africaine, mais aussi celle de la région du Sahel, pour avoir noté que c'était le jour que les pays de la région du Sahel, sous l'initiative de l'Union africaine, avaient retenu formellement la mise en place d'un secrétariat exécutif d'une institution intergouvernementale qui doit s'attaquer sur la dimension diplomatique, stratégique et opérationnelle de l'agenda du climat, de l'adaptation et de la pacification de la région du Sahel. Mais pour qu'on arrive à cela, il y a eu tout un processus qui n'a pas commencé le 17, mais le 17 était l'aboutissement. Donc depuis janvier, le 31 janvier 2017, date à laquelle l'Union africaine, qui est notre instance intercontinentale, avait effectivement entériné la décision de la création de la commission. Le mandat a été donné à la République du Niger de poursuivre le processus en relation avec tous les pays membres pour la mise en place en fait de ce secrétariat exécutif. Le secrétaire exécutif tire des enseignements de sa fonction qui allie diplomatie, stratégie et action opérationnelle. Le premier enseignement que je peux retenir, en fait, c'est le caractère audacieux et visionnaire qui était à la base en fait, de la création de cette commission. Pourquoi nous considérons, nous relevons en fait cet aspect? Cet aspect, c'est parce que tout simplement, il n'est un secret pour personne que la région du Sahel est confrontée à beaucoup de problèmes, surtout la question climatique, la question de la paupérisation de façon structurelle, les conflits, comme vous le savez. Aujourd'hui, les différents problèmes qui ont été identifiés comme goulot d'étranglement, à l'origine de la création de la commission, ont été parus, en fait, indiqués. La première des choses qui a été remarquée, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dans la région du Sahel. Mais quand la commission n'existait pas, il y a un problème de coordination, il y a un problème de synergie. Avec l'avènement de la commission, nous avons retenu comme leçon qu'il était vraiment opportun de créer cette commission. Deuxièmement, le problème de la mobilisation des ressources. La troisième chose, c'est le défi du moment. Comme vous le savez, aujourd'hui, le contexte géostratégique géopolitique fait en sorte que nos pays, il y a un climat de méfiance entre les pays. Le Niger tire des bénéfices de cette institution interétatique, a indiqué le secrétaire exécutif de la CCRS. La commission, il faut regarder d'abord son mandat. La commission, de par son mandat, c'est l'instrument stratégique aujourd'hui qui a pour mission de coordonner les initiatives climatiques de résilience et d'adaptation dans toute la région du Sahel, c'est-à-dire les 17 pays du Cap Vert jusqu'à Djibouti. Le fait d'abriter un tel siège, c'est quand même symbolique pour un pays comme le Niger. Et le fait que cette institution soit sous l'égide de l'Union africaine, cela n'a pas empêché, en dépit des événements que vous connaissez, que le Niger a vécu, l'institution reste et demeure, comment on appelle ça là, ici, pour la simple raison par le fait que les autorités actuelles ont montré en fait leur attachement en fait aux principes régaliens de la continuité de l'État. Les témoignages de satisfaction ont été décernés aux plus méritants de la commission, d'où les récipiendaires ne cachent pas leurs impressions. Sentiment de grande satisfaction, de joie qui m'anime. C'est toujours bien la symbolique, comme l'a dit son Excellence, c'est toujours bien la symbolique. C'est vraiment un geste symbolique, mais qui a une valeur inestimable pour tout le travail qu'on a eu à faire depuis qu'on est ici. C'était d'abord une surprise et c'est avec vraiment beaucoup de reconnaissance que je reçois aujourd'hui ce témoignage de satisfaction. C'est avant tout le reflet d'un travail d'équipe. Je n'ai pas été là toute seule, j'ai été appuyée par mes collègues, mais vraiment je remercie son Excellence pour cette marque de considération et d'encouragement. La coupure du gâteau d'anniversaire avec le secrétaire exécutif Issifou Bourema, suivi de la photo de famille, a sanctionné la cérémonie.
Troisième journée des travaux des assises nationales lancée samedi 15 février 2025 par le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. En cette troisième journée, nous avons fait le tour des 5 sous-commissions pour faire le point, à commencer par la sous-commission paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale présidée par El Hadji Idi Ango Omar. Nous sommes aujourd'hui lundi, nous avons débuté les travaux avec les 2 sous-thèmes cohésion sociale et réconciliation nationale. Nous avons débattu de ces 2 sous-thèmes que nous avons réunis parce qu'ils sont interliés. Les participants se sont exprimés sur la cohésion sociale, la nécessité de l'équité, de l'égalité, de la lutte contre la pauvreté et de mettre tous les citoyens sur le même pied d'égalité, qu'ils puissent profiter au même titre que tous les citoyens des possibilités qu'offre la République au niveau des soins, au niveau de l'école, au niveau de la sécurité. C'est ce qui peut permettre également de renforcer la cohésion sociale. En ce qui concerne la réconciliation nationale, les participants sont tout à fait d'accord pour qu'il y ait une paix durable. Il faut nécessairement une réconciliation nationale. Cette réconciliation permet surtout de traiter de certains préjudices sans pour autant s'engager dans la vengeance ou dans le règlement de compte. Il souhaite simplement qu'en avant-garde, que la justice puisse jouer un rôle extrêmement important, étant entendu qu'elle est en amont de tout. Quand une justice équitable est acquise à tous les niveaux, il est certain que le reste peut suivre en ce qui concerne l'acceptation de la réconciliation nationale. Il ne faut pas qu'une réconciliation nationale soit fictive de la part selon les participants. Il faut qu'elle soit solide, mais pour qu'elle soit solide, il y a des préalables, comme je le disais tout à l'heure, et il faut mettre en avant la justice. Il faut renforcer tous les mécanismes qui confortent justement au niveau de l'action de la réconciliation nationale, à savoir le renforcement des possibilités qu'ont les chefs traditionnels qui jouent un rôle extrêmement important dans la réconciliation, dans le règlement des conflits. Il faut leur donner également une place et même les revaloriser. Il a été dit également au niveau de ces 2 sous-thèmes que certains préjudices disons, de sang ne peuvent être effacés par un geste comme si d'un revers de la main. Il est important de préparer les différentes parties. Il est important de traiter le règlement, le conflit ou le litige ou le préjudice avec l'équité qui requiert et faire en sorte, en ce moment, les uns et les autres peuvent accepter une réconciliation durable. Il ne sert à rien de créer les conditions de réconciliation fictive ou de bouche pour que juste les gens disent « nous sommes d'accord », mais pour qu'un an ou 2 ans après, certains qui gardent certains remords ou certaines rancœurs puissent faire rebondir encore le litige. Donc voilà un peu, à peu près, il y a eu un peu des consensus autour de certains points, de certaines recommandations. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, ça je vous donne juste quelques éléments pour que vous puissiez apprécier que les débats ont été passionnants, et les uns et les autres ont compris, mais dans le calme. Suivant à présent la sous-commission refondation politique et institutionnelle présidée par Noufou Mahamadou Arzika. On a déjà commencé et il s'agit, notre travail, comme vous le savez, il est vaste. C'est la refondation que nous voulons doit prendre en charge des solutions ultimes
à prendre dans ce sens pour balayer tout ça, sortir de nos textes ces genres de mesures qui sont structurellement à la base de certains problèmes. Maintenant, on sait que même lorsqu'il n'y a pas ça, il y a d'autres gens qui vont tenter de contourner. Donc c'est pour ça que notre travail au niveau de notre commission qui a consisté et qui consiste, disons, à revoir les solutions politiques à suggérer en termes de refondation et des institutions nécessaires à concevoir et à mettre en place pour que ces institutions nous permettent d'asseoir les fondements de base institutionnels et pour avoir une gouvernance vertueuse avec des acteurs qui seront à mesure si chacun fait son travail conformément à la loi. Parce que là aussi, nous avons relevé qu'un des facteurs, c'est que les gens méconnaissent les textes et même lorsqu'ils les connaissent, ils refusent de les respecter. Ça fait deux problèmes. Il y en a qui ne connaissent pas, qui refusent de chercher à connaître. Il y en a qui connaissent et qui refusent de respecter. Et donc, comme on ne respecte pas, et tout à fait naturellement, si chacun fait ce qu'il veut, et ça donne le résultat qu'on a. La Constitution que nous avions, qui est actuellement suspendue, ou bien toutes les constitutions d'ailleurs qu'on a connues depuis toujours, ont prévu des institutions qui, si elles devaient fonctionner normalement, on ne devait pas avoir de problème. Le rôle de l'Assemblée nationale dans notre système républicain, c'est de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et de consentir l'impôt. Mais malheureusement, ce n'est pas ce rôle-là que l'Assemblée joue. Elle fait de la politique. Elle devient une caisse de résonance du gouvernement qu'elle est censée contrôler. Et donc, par conséquent, dès lors qu'on choisit de faire valoir la logique de majorité-opposition, donc ça fait de la politique politicienne que les gens font, ils se livrent à ça, et donc on s'écarte du travail qu'on est censé faire. Et en s'écartant, donc on déjoue la mission de l'institution. Donc l'institution n'arrive pas à assumer sa tâche. C'est la même chose au niveau de la justice. Là aussi, nous avons bien relevé qu'au niveau de l'institution judiciaire, dans notre pays, il a été effectivement prévu de garantir le principe de la séparation des pouvoirs et de garantir aussi l'indépendance de la justice. Mais tout en considérant que cela est bien clair, la justice est bien indépendante, de par les textes, parce qu'elle est séparée de l'exécutif et du législatif, et que les magistrats, tous les magistrats, sans distinction, sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ça, c'est une disposition qui avait existé dans notre Constitution, mais que les gens n'ont pas voulu respecter. Ils veulent toujours garder dans leur tête des idées qu'ils ont reçues d'ailleurs. À la sous-commission économie et développement durable aussi, tout a bien débuté ce lundi. Les membres de la dite commission ont travaillé, comme nous le précise son président Salha Haladou. Nous sommes sur le point donc de parachever nos travaux. Actuellement, nous sommes déjà réunis sous forme de comité de rédaction pour pouvoir donc finaliser le projet de rapport final qui sera validé par la plénière ce soir même. Donc nous envisageons une session de nuit pour pouvoir valider le rapport final. Donc en fait, les travaux d'aujourd'hui se sont concentrés beaucoup plus sur les contraintes structurelles quant à la mise en œuvre des différentes recommandations qui auraient été faites ou formulées, dans ce sens que il y aurait certainement des adversités et des limites, voire même des risques potentiels qui vont handicaper la mise en œuvre de ces recommandations. Et nous avons donc nécessairement à réfléchir sur les exigences de certaines réformes institutionnelles et certaines dispositions pratiques qu'il faille prendre. Comme vous le savez, en ce qui concerne l'économie, il y a des secteurs stratégiques au Niger où nous pensons que la souveraineté pleine et entière devrait être assumée par l'État. C'est notamment le cas de l'énergie qui est la base de tout, mais il y a aussi la question de la souveraineté alimentaire. Bon, le contenu de la souveraineté, ce n'est pas tout simplement donc la question de l'indépendance éventuelle par rapport au secteur en tant que tel, mais c'est beaucoup plus
la maîtrise et le contrôle donc, de la mise en œuvre des investissements nécessaires pour promouvoir d'une manière durable donc, le développement de ce secteur-là. Il y a un autre volet qui est des plus importants, c'est la souveraineté sur nos ressources naturelles, que ce soit les ressources minières ou les ressources naturelles, la biodiversité. Et à ce niveau, ce qui est préoccupant, c'est bien entendu la sauvegarde des opportunités et ce que nous pourrons offrir à la génération future. Donc c'est tout à fait logique quand il y a des débats de cette nature et que vous avez à faire face dans la structure de la commission à la composition de notre société où 65% au moins de la population est âgée de moins de 35 ans, vous comprendrez que c'est un problème assez sensible, mais où tout un chacun a des revendications. La dimension sociale est d'importance parce qu'il s'agit là du développement du capital humain pour savoir donc quel est le type de Nigérien dont nous avons besoin pour l'avenir très proche, qui doit ancrer en lui-même non seulement le patriotisme, mais le sens donc, de responsabilité, de même que la question du respect de l'autre et surtout la question du respect de l'éthique et de la déontologie. Idem à la sous-commission géopolitique et environnement international où les membres de cette commission ont analysé l'environnement international, a indiqué son président Ilo Adani. Ce qu'il faut dire donc cet après-midi, c'est que nous avons parachevé l'examen de notre système diplomatique, à la fois à travers l'examen de la carte diplomatique, notre carte diplomatique qui présente comme caractéristique une hypertrophie au niveau de l'Afrique occidentale et de l'Europe de l'Ouest. Et comme vous le savez, cette hypertrophie de concentration au niveau de l'Afrique de l'Ouest, zone CEDEAO, et Afrique et Europe occidentale, zone UE, vous avez constaté depuis le 26 juillet, c'est de ces deux régions où nous avons une hyperconcentration de notre appareil diplomatique. C'est de ces deux zones que nous avons reçu le plus de coups. Donc il y a lieu de s'interroger un peu sur cette question-là. Donc il y a d'autres aspects également au niveau de notre cadre diplomatique qui font que nous sommes faibles au niveau d'un certain nombre de régions. Donc nous avons fait des propositions dans ce sens-là, propositions que je ne peux pas vous livrer en ce moment parce que nous sommes en train d'adopter le rapport de la commission. Nous avons également analysé l'administration diplomatique du Niger à travers ses faiblesses, ses forces, mais surtout ses faiblesses au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources aussi financières et matérielles. Nous avons constaté qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées depuis le 26 juillet, donc il faut comptabiliser comme étant des actifs. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire pour renforcer notamment nos ressources humaines, pour les mettre à niveau du défi qui est celui du XXIe siècle actuellement. Nous avons également réfléchi sur le système de protection des Nigériens à l'extérieur. Du point de vue de l'examen du troisième point, consacré à la politique extérieure, là aussi nous avons constaté que nous n'avons pas de document de politique extérieure, donc nous naviguons à vue depuis un bon bout de temps et qu'il est nécessaire qu'on puisse disposer d'un document de politique extérieure, mais de définir la politique extérieure à partir d'abord des nouveaux paradigmes qui caractérisent
l'environnement international, mais aussi et surtout du fait que nous sommes dans un contexte aujourd'hui de refondation qui nécessite donc la politique extérieure étant le prolongement de la politique intérieure. Il faut tenir compte donc du fait que la politique intérieure, elle, est caractérisée par la refondation et on doit retrouver ça au niveau de l'extérieur. Enfin, au niveau de la sous-commission justice et droits de l'homme, les membres se sont penchés sur les différents axes de la thématique de la sous-commission présidée par Dagra Mamadou. On l'écoute. Commission numéro 5, justice et droits humains, est pratiquement au terme de ses travaux. Ce matin, nous avons eu la joie de recevoir le président de la commission qui est passé nous encourager et aussi réitérer aux membres de la sous-commission les objectifs des assises et surtout leur devoir à tous de participer en toute liberté à cette entreprise de refondation. En ce qui concerne les travaux proprement dits, nous avons donc continué à examiner le point 2 de notre thématique qui est consacré à la mise en place d'un nouveau système juridique de protection des droits humains. Nous l'avons achevé et nous avons entamé et achevé également le troisième point de notre thématique qui est consacré, je vous l'avais dit hier, aux nouvelles politiques de justice et de droits humains. Nous sommes donc actuellement en train de réfléchir sur la question transversale dont a parlé le président de la sous-commission numéro 4, la durée de la transition, la charte de la transition. Nous sommes en train donc de poursuivre les discussions sur ce point-là. Après cela, nous allons entamer l'examen de notre rapport final. Et nous pensons certainement avoir une séance de nuit pour pouvoir terminer nos travaux. Allons à Dosso où le gouverneur de la région qu'accompagne l'honorable chef de canton de Djundju et le préfet du département ont sillonné plusieurs localités de cette partie du pays. Il s'est agi pour ces personnalités d'être au chevet des populations victimes du conflit intercommunautaire et sensibiliser la population sur la nécessité de la cohésion sociale. Adam Soumana, Sadoudoumi. Le gouverneur de la région de Dosso, le préfet du département de Djundju, ainsi que l'honorable chef de canton de Djundju, Mohamed Bachir Harouna Ambali, qu'accompagne une forte délégation composée de leaders d'opinion et autres responsables associatifs, entament par la présente une tournée marathon dans plusieurs villages des communes rurales de Djundju, Zabori et Karakara. Une tournée qui vise à sensibiliser les populations sur la culture de la cohésion sociale, le vivre ensemble intercommunautaire, comme l'a si bien souligné le représentant dans cette mission de la haute autorité à la consolidation de la paix. Pour sa part, l'honorable chef du canton, Mohamedou Bachir Harouna Ambali, a invité la population du département de Djundju et au-delà l'ensemble des Nigériens, qu'ils soient au pays ou à l'extérieur, à bannir toute attitude, toute forme de division de nature à mettre en péril l'unité nationale et la cohésion sociale du Niger. zai dawo nan zuwa kwanaki zai dawo to da wannan da yace zai yi babban magana ce ya ce ku hada hankulanku ku sa aiki gaba kenan ran da Allah ya maido shi yaga aiki na tahiya to shi ya san taimakon da zai sa kawo kasar ga kenan abun da muke so yanda yace mu gama hankulanmu gan mu ce wane yahi wane wuri guda na an ka tashi wuri guda an ka aihe mu zamna wuri guda tare waɗannan da ke so su haɗa mu yi waci da al'amarin su
Partout où cette délégation est passée, le gouverneur de la région de Dosso n'a pas manqué de transmettre à la population les salutations des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le général de brigade Abdourahmane Tiani ainsi que le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Le colonel-major Bana Alassane a déploré le dernier événement survenu tout récemment dans cette partie du pays ayant occasionné plus de 600 déplacés. Il a ensuite demandé à la population de se pardonner et d'avoir toujours à l'esprit que tous les Nigériens sont des frères et sœurs. Au gouverneur de Dosso de souligner que la paix et la sécurité occupent une place de choix dans la vision du chef de l'État Abdourahmane Tiani. En marge de cette tournée, quelques leaders associatifs témoignent en ces termes. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous accompagnons les populations locales et les autorités à dire à nos populations à être résilientes et à ne pas permettre à l'ennemi de s'infiltrer et de mener ses exactions parce que notre révolution se trouve à la croisée des chemins. Nous sommes en phase d'avoir notre indépendance économique et pour ça, il faut nous détruire. Il faut amener des conflits internes, régionalistes à l'interne et c'est pour ça que nous disons à nos compatriotes d'arrêter cela, de ne pas faire le jeu de l'ennemi et de rester soudés. Ainsi, c'est soucieux du mieux-être des populations de Djundju que l'honorable chef de canton Mahamadou Bachir Haruna Ambali a bravé les routes souvent impraticables et surtout l'insécurité qui sévit dans des localités frontalières du Nigeria pour montrer qu'il sera toujours de cœur avec elles. Il faut noter que l'honorable n'est pas sa première tournée dans le département de Djundju, qu'il a auparavant sillonné avec le préfet, le capitaine Hamassoun Koundé, pour apporter leur soutien sans faille à leurs administrés. Voilà la célébration du dimanche 16 au lundi du 7 février 2025 de la 15e édition du Mouloud de la commune rurale de Liboré dans le département de Kolo. Ils étaient des centaines de fidèles qui ont fait le déplacement pour animer cette nuit avec des prières et zikir. Ce Mouloud est parrainé par Cheikh Brahim Aboubakar Hassoumi de Kyoto. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Halidou Brema. Dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2025, les fidèles musulmans se sont retrouvés à Liboré à l'occasion de la 15e édition du Mauloud de Liboré Tankombongo. Une initiative de Daïratou Siratul Mustaqim et l'Union des musulmans de Liboré, soutenue par Cheikh Braham de Kyoto. C'est la 15e édition de ce Mouloud qui, comme on le voit, est en train de faire son chemin progressivement. 15 ans, c'est un âge adulte. Nous sommes ici en présence de Zulema, mais aussi surtout en présence de cette magnifique Daïra qui est une création propre de cette grande communauté de Liboré, qui est une communauté vraiment résiliente, une communauté qui est en train de se prendre en charge aussi bien sur le plan de l'éducation que sur le plan de l'organisation des fêtes religieuses comme ce Mouloud-là, qui, comme vous le voyez, a déjà 15 ans d'âge. Donc, quant à la Daïra, on venait d'apprendre qu'il y a d'ores et déjà la première promotion de ces enfants-là qui est en train de sortir, qui ont mémorisé le Coran à bas âge. Tout cela a été fait par cette communauté et sur fond propre, avec le soutien, en tout cas sur fond propre des parents, sur fond propre de la Daïra. C'est encore un exemple d'auto-prise en charge. Et c'est ça l'objectif de la Daïra, amener les communautés à se prendre en charge. De 22h à 6h30 du matin, plusieurs marabouts ont animé des prêches sur des thèmes divers et des zikrs. Ont tenu en haleine les fidèles. Tout s'est bien déroulé à la grande satisfaction du comité d'organisation. Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont fait le déplacement de Tonkobongo, particulièrement Cheikh Braham Kyoto et Cheikh Tekiyullahi, qui malgré leurs multiples occupations ont fait le déplacement de Tonkobongo. Saluons la mémoire de Cheikh Adam
initiateur de cette rencontre religieuse. Que son âme repose en paix dans le paradis éternel. Nous souhaitons un bon retour à tous les participants dans leurs foyers respectifs et que Dieu accepte nos invocations et nous montre l'année prochaine dans la joie et avec une bonne... Ce Mouloud de Liboro Tankombongu a été une occasion pour Cheikh Braham de Kyota de prier Dieu pour la stabilité du Niger au moment où se tiennent les travaux des assises nationales pour un Niger nouveau. Non seulement c'est une nuit commémorative, mais aussi c'est une nuit de prière. Donc il faut surtout que les gens toute la nuit durant fassent des prières sur le prophète Mohammed sallam comme fondation pour qu'au petit matin on fasse une très grande prière qui sera consacrée à notre pays et à l'AS en général pour que nos trois pays vraiment triomphent vraiment de tous les ennemis internes et externes qui essayent d'entraver leur marche. Nous saluons cette méthode de la Daïra qui est vraiment une originalité qui permet à nos populations d'être encore plus résilientes, vraiment d'épuiser ses propres ressources pour pouvoir mener ses activités. C'est aussi une forme de souveraineté. Vraiment, c'est ce dont notre pays a besoin aujourd'hui. Il faut qu'on soit résilient, il faut que vraiment on compte sur ses propres forces. C'est un peu ça le message que cette Daïra est en train de montrer. Cette 15e édition du Mouloud de Liboro Tankombongu a pris fin avec la prière de l'aube ce lundi, où des Fatiha ont été dites et des prières ont été faites, le tout pour que Dieu, le Tout-Puissant, protège le Niger, son peuple et les autorités contre tous les ennemis. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.